dernière table ronde de ces 2 jours consacrés à l'Antiquité. Le thème est ambitieux, éditer et diffuser l'Antiquité, quel public, quels médias, quels enjeux. J'ai envie de synthétiser ce thème autour de, comme lorsqu'on parlait du pape, l'Antiquité, combien de divisions, pour quelle guerre mener, et pour faire et pourquoi mener cette guerre, avec quelles armes, pour quels enjeux, c'est un peu pourquoi on mène cette guerre de l'Antiquité aujourd'hui. Le petit clip qui nous a été présenté est intéressant à cet égard parce qu'il nous dit, au fond, si nous devons mener une guerre pour l'Antiquité, c'est en partie et surtout, non pas pour développer un savoir de spécialiste, mais pour faire le lien entre le passé et le présent, pour essayer de voir comment l'Antiquité peut éclairer notre actualité. Alors, c'est une partie sans doute de l'intérêt des études antiques et puis des publications relatives à l'Antiquité. Le sujet est très vaste. Quand je disais combien de divisions et quelles armes, avec quels moyens, quels médias, autour de la table, il y a une partie de ces divisions, pas toutes, mais en faisant le tour de la table ronde, disons de présenter l'ensemble des intervenants, vous verrez qu'une bonne partie du terrain qu'il faut occuper est représentée ici. Alors, je vais commencer par ma gauche, sinistre, et plutôt joyeuse, puisqu'il s'agit en fait de Jean Aramba, qui est dessinateur, illustrateur, et qui s'est signalé notamment par une bande dessinée, Ulysse le Retour, qui a été publiée en 2016 aux éditions Actes Sud. Nous aurons l'occasion de parler à la fois de ce travail de dessinateur, qui au fond adapte l'Antiquité à un type de lectorat, mais pas que, on le verra tout à l'heure, parce que la bande dessinée est très originale justement en ce qu'elle ménage une relation entre le récit, la narration et l'interprétation. C'est ce qu'on peut en dire, donc on aura l'occasion d'en parler. Valérie Alain, qui est la directrice du comité éditorial de la revue L'Histoire, que tout le monde connaît, et qui est membre d'honneur du réseau Antiquité et Avenir. À ma droite, Dario Mantovani, qui est à la fois professeur au Collège de France, en charge d'une chaire sur le droit, culture et civilisation dans la Rome antique, qui est universitaire italien de Pavie, et qui vient de publier aux éditions Les Belles Lettres, il y a quelques jours, un travail sur les juristes écrivains dans la Rome antique. Judith Simoni, qui est directrice éditoriale chez Belin, et qui, à ce titre-là, anime plusieurs collections, notamment une collection qui s'appelle Les Mondes Anciens. Alors, les Mondes Anciens, ce n'est pas les mondes antiques, mais enfin, néanmoins, il y a une relation, et elle aura l'occasion de lire. Et puis enfin, Aurélien Perrin, qui est maître de conférence à l'université de Paris X, Nanterre, et qui, lui, est professeur de grec, et s'occupe, alors je sais qu'il n'aime pas trop qu'on le présente ainsi, enfin des humanités numériques. On aura l'occasion peut-être d'en parler. Alors, la règle du jeu est très simple. Ce que j'ai proposé à mes intervenants, c'est de réagir tout simplement sur 5, 7, 8 minutes autour du thème qui nous est proposé, autour de la public, autour de l'édition et de la diffusion. Peut-être, dans un premier temps, je donnerai la parole à Jean Aramba pour, au fond, le rapport que lui entretient avec ce public particulier et surtout avec l'Antiquité. Et juste avant de vous donner la parole, il faudrait aussi signaler qu'il y a un autre territoire, disons, de publication et d'édition qui n'est pas représenté ici
et qui est pourtant considérable aujourd'hui, qui touche en effet des millions de personnes, c'est tout simplement l'édition de jeux vidéo. L'édition de jeux vidéo, depuis les années 2000, a constamment progressé, et c'est un des éléments peut-être structurants de l'intérêt des jeunes générations pour l'histoire, et en particulier l'histoire antique, mais pas que, à travers des jeux vidéo comme par exemple Rome Total War, qui existe depuis 2004, avec des éditions et des rafraîchissements réguliers. La dernière édition est datant de 2014, ou encore plus ancien pour les jeunes qui sont dans la salle, Age of Empire, où en effet, dans l'histoire de ces empires, l'Empire romain était bien représenté, et beaucoup d'autres jeux vidéo. Ces jeux vidéo, d'une certaine manière, occupent un public considérable, sont parfois très bien faits, très bien documentés, avec des gens qui travaillent en équipe avec des équipes universitaires, notamment Rome Total War. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'éditeur de jeux vidéo à la table, mais il n'empêche que je voulais quand même signaler ce type d'édition. Alors, d'abord, Ulysse le Retour, c'est d'abord une relation très particulière, très personnelle à l'Antiquité. Oui, votre introduction me rappelait le fait que, je crois, dans l'Iliade, Achille reproche à Agamemnon de ne pas faire le lien entre passé et futur. Achille, dont on dit qu'il brille, l'intelligence brille moins que le casque, je crois. Mais enfin, il avait raison sur ce point. Moi, ma trajectoire m'a amené effectivement à la bande dessinée, qui est un art hybride, un art un peu bâtard, et qui m'a permis de mêler des choses importantes pour moi, notamment une forme d'enseignement grec, je ne sais pas trop comment le définir autrement. J'y ai vu une forme de sagesse, en tout cas de quête de sagesse qui est toujours valide aujourd'hui. Il y a un penseur qui disait que la modernité avait créé des grands systèmes philosophiques avec des ismes, des grandes orgues, on comparait ça à des orgues, mais que d'une certaine manière, la petite flûte grecque continuait à claironner comme ça, à faire un petit bruit qui n'était pas complètement recouvert par les grandes orgues modernes. Donc écouter cette sagesse grecque, pour moi, ça s'est traduit par la réalisation de cette bande dessinée qui n'était pas du tout une commande, qui était une démarche que j'ai faite auprès de mon éditeur. Et je lui ai proposé de mêler... Enfin, au début, je voulais faire une adaptation plutôt collée au texte de l'Odyssée. Je voyais des images un peu à la Pasolini, comme ça, une forme de sécheresse. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait que je bouscule ce récit qui avait déjà été raconté, re-raconté, ficelé. Et j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse du CNM qui m'a permis de résider 6 mois à Ithaque, l'île supposée d'Ulysse. Et en étant à Ithaque, en lisant les livres que j'avais amenés, les livres de Vernon et d'autres, et en rencontrant les habitants d'Ithaque, je me suis dit qu'il fallait que je mêle ces paroles, un peu comme un chœur antique, pour aider à interpréter un petit peu, à avancer, à tous accompagner Ulysse dans son retour. Alors c'était un peu curieux, mon éditeur était un petit peu surpris de cette démarche, de mêler commentaires et bande dessinée. Mais par rapport aux questions de ce matin aussi sur même le mot héritage qui indique une mortalité des choses. Si on hérite de quelque chose, c'est qu'elle est morte. Moi j'avais envie de montrer à quel point ces choses-là étaient vivantes. Et il y a une image de jardinage que j'aime bien, c'est le provignement. Des choses comme ça qui se reproduisent un peu différemment, mais en étant quand même dans une forme de répétition autre. Et j'avais envie, dans ce commentaire-là, de faire intervenir Vernon qui racontait à son petit-fils. Donc c'est des choses qu'on peut voir peut-être. Et la bande dessinée qui s'est construite sur la littérature en image pour la jeunesse d'une part, et sur la série B, sur le genre d'autre part, a gagné en maturité et permet aujourd'hui de ficeler des récits complexes comme ça et de tenter des choses, je ne dirais pas en tout cas
cas d'essayer de mêler ces récits et ces différents niveaux de lecture. Et toutefois, on ne peut pas dire, parce que, disons, le dialogue que vous organisez dans la bande dessinée entre la narration et puis l'intervention de Jacqueline de Romilly ou Jean-Pierre Vernant dans des séquences qui sont des séquences, disons, un peu décalées par rapport à la narration, ça n'est pas non plus, et il ne faudrait pas donner le sentiment au public que ça pourrait l'être, ça n'est pas une bande dessinée didactique ou pédagogique. Non. C'est en effet autre chose. Oui, je peux vous donner un exemple, c'est que à la fin de sa vie, Vernant l'a interrogé sur son lien avec la guerre. Il a été grand résistant, chef de l'armée secrète à Toulouse. C'était le colonel Berthier. Et je crois que c'est Artaud ou quelqu'un comme ça qui lui pose la question sur son lien avec le tragique grec. Est-ce que c'est lié à son expérience de la guerre? Et Vernant, en tout cas, fait mine d'être surpris au début. Et puis il réfléchit à ce sujet, ce thème du tragique, et il va reconnaître que son expérience de la vie l'a en tout cas rendu sensible à ce tragique grec. Et moi, quand je dessinais Vernant, là aussi, pour évoquer ce provignement, je voyais en Vernant une répétition d'un certain motif d'Ulysse, avec la filiation, avec la traversée de la guerre, avec des douleurs aussi qui l'ont frappé dans sa vie. Jacqueline de Romilly, par exemple, son père a disparu pendant la Première Guerre mondiale. C'est quelque chose que je n'évoque pas directement dans la guerre, mais il y a ce père disparu à la guerre. Elle a écrit un beau livre sur sa mère, Jeanne, qui est une forme de télémaquie aussi, où elle va à la recherche de sa mère morte, décédée dans ce cas-là. Et donc il y avait des exemples de répétition du motif. Ulysse dans tous les hommes et dans toutes les femmes, en quelque sorte. Et Ulysse en moi-même aussi, et j'espère dans le lecteur. Je voulais répéter la réflexion sur la condition de l'homme que proposait Vernant, que propose aussi ce monde grec, qui est toujours vivant à mon sens. C'est une bande dessinée qui entretient un certain type de rapport à l'Antiquité. On peut tout de même rappeler qu'à cet égard, en France, nous avons, du point de vue de la bande dessinée, un rapport très fort à l'Antiquité, puisque la première grande bande dessinée des années 60 qui vraiment perce et va devenir un des best-sellers du genre, c'est Astérix, puis ensuite Alix. Et pour autant, vous n'entretenez absolument pas, vous n'entretenez pas spécialement de relation, disons, d'héritage avec ce type de bande dessinée. Pas sur ce livre-là, non. Je voulais tenter de faire un essai en bande dessinée, en quelque sorte, et de jouer, pour cela, avec les spécificités de la bande dessinée, les ressources de la BD, que sont l'image, le dessin. J'ai un dessin assez fragile, d'une certaine manière, j'utilise des plumes, des pinceaux, j'accepte l'accident, l'irrégularité. Ça aussi, c'est une forme d'enseignement grec, il faut accepter l'imperfection, et le destin de l'homme, un destin de finitude et d'imperfection, de défaillance. Il faut accepter le bon et le mauvais qualité des choses. Comme chez Héraclite, Marcel Conge disait que Homère était un auteur héraclitéen avant l'heure, et Montaigne aussi, et Shakespeare aussi, d'une certaine manière. Et utiliser les ressources, ça peut être la répétition d'un motif physique, de l'escalier, de la montée, des choses comme ça auxquelles on réfléchit en dessinant. J'ai passé 3 ans à faire cette bande dessinée. Alors dire, j'avais fait un four avant, je l'avais filmé, qui n'avait pas du tout marché, donc je m'étais mis la pression pour que celle-ci réussisse, ou en tout cas corresponde à ce que j'avais envie de faire. Et Dieu merci, j'étais très rassuré, et ça rejoindra peut-être le propos d'autres invités, que cette bande dessinée suscite un intérêt. Et au fond, peut-être dernière question avant de passer la parole à Valérie Hanin, dans cette publication, dans cette diffusion, dans ce média particulier, vous souhaitiez au fond transmettre quel type de message et au fond quel effet vous auriez rêvé de produire sur vos lecteurs? Et d'abord, quel type de lecteurs auxquels vous vous adressez? Alors, à tous les lecteurs, j'espère. Chacun, il tire les tiroirs qui l'intéressent d'une certaine manière. Une bande dessinée, c'est censé se lire, se relire, il faut qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, il faut que ces niveaux de lecture ne soient pas en contradiction les uns avec les autres. Un passage qui m'était cher, c'est évidemment la confrontation d'Ulysse et d'Achille aux enfers. Est-ce que Vernant en dit? Alors, est-ce que ce que Vernant en dit est absolument exact historiquement?
je ne sais pas, moi ce qui m'intéressait c'était comment Bernard, avec cette trajectoire, raconte ça à son petit-fils, comment moi ça me parle, comment ça parle au lecteur. Et Bernard répète que l'Odyssée est l'anti-Iliade d'une certaine manière, que le désir de la mort glorieuse d'Achille dans l'Iliade est contredit par ce que dit le fantôme d'Achille à Ulysse aux enfers, et qui lui dit « je préfère être le dernier des serviteurs d'un paysan et être encore en vie, être encore sous le soleil ». Et là, Ulysse voit apparaître le fantôme de sa mère, l'ombre de sa mère, qui lui dit, je ne sais plus si c'est chez Jacotet ou Bérard, qui lui dit, retourne vers la lumière, il lui dit. Et Ulysse, voilà, il choisit cette vie de tous les jours, c'est aussi le refus de l'immortalité de Calypso, c'est la vie avec ses joies et ses chagrins, et il avait, c'est peut-être un petit peu naïf de dire ça, mais une forme d'amour de la vie, d'acceptation de la vie, c'était ça, ce bonheur grec que je voulais transmettre, d'une certaine manière, qui a été le mien en traversant certaines épreuves qu'on a évoquées ce matin, et cette saveur grecque des choses. Valérie Alain, en écoutant Jean Aramba, vous qui êtes historienne, quel sentiment, ou plutôt quelle explication pourriez-vous donner au fond de la permanence de ce gigantesque répertoire d'histoire et de mythes qui semble, 2000 ans après, encore être actif, être générateur d'histoire, générateur de création. Comment se l'expliquer que l'Antiquité rayonne encore? Pardon pour la question. Oui, la question n'est pas petite. Bien sûr que l'Antiquité rayonne encore. En tout cas, elle nous pose beaucoup de questions, elle nous stimule, et il n'y a aucune raison. Moi, si j'avais répondu comme directrice de la revue L'Histoire à la demande un peu inquiète lors de la formation d'Antiquité, du réseau Antiquité à venir, c'est que ça ne m'a pas même posé problème. Bien entendu que l'histoire antique, avec ses difficultés peut-être particulières aujourd'hui en termes de public, de discipline scolaire ou universitaire, fait évidemment partie de l'histoire à part entière. Et aujourd'hui, la mode, je parle sous le contrôle de Judith, qui a publié un magnifique livre sur l'âge du bronze d'Anne de Leurf. Aujourd'hui, la tendance est même d'aller bien plus en amont encore, c'est-à-dire d'intégrer l'âge du bronze notamment, mais ce qu'on appelle encore la préhistoire à l'histoire, c'est-à-dire depuis qu'il y a des hommes, non pas depuis qu'il y a de l'écriture, ce qui est une définition très intéressante évidemment quand on fait l'histoire avec les textes, et là l'Antiquité est concernée, encore que ça pose un tas de problèmes pour les peuples sans écriture. Donc aujourd'hui, je dirais que l'Antiquité est d'autant plus, me semble-t-il, d'autant plus intégrée à cet immense champ historique qu'on va d'un pas très très joyeux vers justement les peuples sans écriture, les inventions qui précèdent, l'âge du bronze et même le paléolithique, et que tout ça au fond n'est pas vraiment séparé de l'histoire. Bien sûr, l'histoire antique n'est pas séparée, elle est intégrée, vous le dites Valérie, dans le cours ordinaire des études historiques, mais pour autant, sa singularité n'est pas désintégrée, c'est-à-dire qu'elle jouit encore probablement d'un statut particulier, peut-être pas pour les spécialistes et les historiens, mais au cœur du public et du grand public, l'histoire antique, elle rayonne d'une lumière plus particulière que le reste des autres histoires. Peut-être. En tout cas, chaque période, évidemment, a sa spécificité. Je veux dire par là que c'est la culture. C'est la matrice de notre culture classique. Voilà, et on a le sentiment que pour le grand public, on est devant une histoire origine et pas devant une histoire continuité. Peut-être. C'est-à-dire que pour certains, oui, en partie, c'est encore le lieu où l'on peut puiser les valeurs. Lorsqu'on veut parler de valeurs, eh bien, assez, disons, spontanément, on pense à l'Antiquité. C'est un peu ce statut particulier qui me semble encore demeurer dans le grand public, et c'est la raison pour laquelle je voudrais que vous en disiez un petit mot. Oui, alors, au risque de vous décevoir un peu, moi j'aurais tendance à décloisonner, justement peut-être pour
pour ne pas l'étouffer, puisque au fond l'histoire ancienne, l'histoire antique, a joui d'un bénéfice particulier dans notre tradition, notamment française, mais européenne évidemment, parce qu'elle était portée par une certaine idée de la culture, c'est-à-dire les humanités bien sûr, Rome, la Grèce, l'Égypte en étant large, la Mésopotamie, bien sûr, hein, il y avait des grands découvreurs du cunéiforme, mais au fond, alors la Chine, un peu loin, mais au fond, c'est aussi une certaine idée de la culture, parce que les Gaulois ne jouissaient pas forcément de ce poids moral supplémentaire que vous disiez, ou peut-être les Hittites, ou peut-être, je ne sais pas, l'histoire ancienne de l'Afrique, peut-être pas non plus. Donc, au fond, elle a bénéficié peut-être, enfin, c'est une hypothèse, hein, je vous livre, mais c'est votre question qui me fait penser, elle a bénéficié d'une aura, d'un prestige particulier porté par les études numériques, par les études classiques, les humanités, évidemment, les bons élèves, tout simplement, les bacheliers, les bons élèves, faisaient forcément du grec, du latin, et ils connaissaient l'Égypte, et bon, donc, au fond, c'était un avantage qui s'est un peu tourné en avantage, en handicap, lorsque les élèves n'ont plus fait de latin, plus fait de grec, encore moins de cunéiforme évidemment, et que d'un seul coup, alors ça on s'en est rendu compte, c'est un des seuls avantages de vieillir, hein, moi ça fait assez longtemps que je travaille dans cette revue d'histoire, il y a 30 ans on faisait de l'histoire ancienne, un peu plus peut-être, beaucoup d'histoire romaine, grecque, mais évidemment on n'avait pas besoin de définir, on n'avait pas besoin de mettre une précision quand on parlait de Cicéron. On n'avait pas besoin de mettre une note quand on disait cursus honorum. Parce que franchement, les lecteurs de l'histoire, cursus honorum, ah oui, bien sûr, ils avaient tous lu, ils avaient tous appris par cœur le guide romain antique en 5e. Bon, sauf que c'est plus vrai. Et que Athènes, Rome sont aujourd'hui aussi exotiques que Sumer, enfin pour beaucoup de lecteurs, hein, bien sûr, pour beaucoup de lecteurs, pour beaucoup d'élèves, pour beaucoup de gens cultivés. L'Antiquité grecque, romaine, peut-être même, bon, Champollion, que sais-je, sont aussi exotiques que Sumer, la Chine, les Hittites ou l'Afrique ancienne. Du coup, moi je dirais que ça la normalise, cette histoire ancienne. Ça la normalise un peu, avec les avantages et les inconvénients. Tant mieux si elle est portée par une mythologie qui fonctionne encore et qui anime si bien les jeux vidéo, bien sûr Internet, parce que c'est pas seulement les jeux vidéo, les séries. Rome, hein, 9 millions de spectateurs, c'est pas rien. Bon, alors il y a encore une familiarité, Astérix, bon, il y a des morceaux de familiarité, une impression de familiarité. Mais au fond, elle est normalisée. Alors du coup, il faut reprendre le bâton de pèlerin, il faut recommencer à choquer les textes avec l'archéologie, et d'un seul coup on voit les choses autrement, on ne voit pas forcément la Gaule à travers les yeux de César, on ne voit pas... Et du coup c'est intéressant. Donc il n'y a pas de raison d'être inquiet pour le sort de l'Antiquité comme discipline historique, enfin moi je ne crois pas plus que pour les autres domaines de l'histoire. Simplement peut-être, je vais faire la gauchiste là, mais peut-être c'est la fin d'une aristocratie. L'histoire ancienne avait un petit goût d'aristocratie. Et je ne suis pas contre, hein, je trouve ça magnifique, la culture grecque et latine. Mais il faut s'habituer à faire peut-être sans. Et quand on est professeur, ce qui est mon cas aussi, quand on travaille dans une revue, quand on travaille dans l'édition, eh bien on fait des mondes anciens, on fait un livre sur Rome. On a besoin de faire de la pédagogie, comme on fera sur la jeunesse. Comment cette normalisation se traduit-elle dans les pages de la revue d'histoire? Alors, je ne sais pas, elle se traduit, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est en effet d'expliquer, c'est-à-dire de faire de la pédagogie, si la revue d'histoire peut-être à des lecteurs fidèles, nous l'ont beaucoup montré ces années dernières, je crois que c'est qu'on a tous
essayer de croiser l'offre et la demande, l'offre universitaire et la demande d'un public pour qui il faut de plus en plus peut-être expliquer. Rien n'est acquis, donc en histoire ancienne, évidemment qu'aujourd'hui le niveau moyen de culture, je pense, d'un bachelier est bien plus faible sur l'histoire ancienne, y compris parce qu'il ne fait plus de grec ni de latin, que sur la rafle du Veldiv. Hein, parce que là, je veux dire, on connaît beaucoup de choses. Hein. On dit toujours que les gens, le public est inculte, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On connaît des tas de choses, notamment sur l'histoire contemporaine. Hein, et la guerre, la Première Guerre mondiale, on connaît des tas de choses. Et bon, l'histoire ancienne, c'est un peu plus compliqué. Et c'est un peu plus mélangé de mythologie aussi, certainement. Mais pour le meilleur aussi. Hein. Et alors, comment on fait? Ben voilà, on fait des cartes. On fait des cartes, on fait des chronologies, on fait remonter des textes, on fait de plus en plus, je dirais, d'archéologie quand même. Enfin, pas d'archéologie toute seule. Oui, oui, oui. Mais on a fait récemment un dossier sur les Gaulois qui n'a rien à voir avec celui qu'on avait fait il y a 20-25 ans. Comment ça a évolué? Eh bien, peut-être justement une histoire, je dirais, un peu moins dépendante du texte seul. Et notamment des textes magnifiques, mais qui sont souvent des textes littéraires, et qu'il faut interroger, qu'il faut triturer, qu'il faut confronter à d'autres sources. L'histoire, même les confronter peut-être, voilà, bien sûr, moi je ne suis pas historienne moi-même, mais enfin on travaille avec les historiens de l'Antiquité. Les historiens de Rome aujourd'hui connectent l'Empire romain. Hein, c'est pas Rome, voilà, c'est Rome, et l'Empire parthe d'un seul coup prend beaucoup d'importance dans l'histoire de l'Empire romain. Et bon, c'est vrai que c'est intéressant. L'histoire mondiale concerne l'histoire antique. Quand je dis normaliser, l'histoire, on se rappelle l'histoire mondiale pour aller vite, l'histoire connectée, l'histoire globale, au fond, a beaucoup inspire beaucoup aujourd'hui les historiens, y compris de l'Antiquité. Peut-être une question plus radicale. Lorsque vous faites un thème de l'histoire autour de l'Antiquité, est-ce que vous voyez aujourd'hui une augmentation des ventes? Puisqu'on parle de public, de médias, d'enjeux. Est-ce que c'est une thématique vers laquelle le comité se porte volontiers parce qu'il sait qu'à l'autre bout de la chaîne, il y aura un public plus important? Bon, alors ça, on ne sait jamais. Hein. Si on savait ce qu'il va vendre... Alors, par exemple, l'Égypte marchait très bien. L'Égypte ancienne, il y a 20 ans, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui. Les Gaulois dont je parle a été un beau succès. Alors que ce n'était pas forcément un sujet très porteur. On vient de sortir un numéro sur Saint-Augustin. Bon, je ne sais pas, moi j'ai aucune idée. Je ne sais pas si ça va marcher. On a pris un risque quand même. Saint-Augustin, mais c'est une façon de faire pas seulement l'histoire ancienne, mais de faire de l'histoire ancienne et de l'histoire de l'Afrique romaine. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'histoire de Saint-Augustin aujourd'hui, ça fait un moment hein, quand même, mais l'histoire de Saint-Augustin, d'Augustin, d'Hippone, devenu saint plus tard par la vertu de Boniface VIII, mais Augustin, c'est d'abord l'Afrique romaine. Et la partie la plus prospère au IVe siècle de l'Empire romain. Bon, donc c'est de l'histoire, elle est remuée sans arrêt. Mais je dirais c'est le côté évidemment très enthousiasmant aussi de cette histoire-là. Et puis on peut la croiser. Quand je dis normaliser, c'est aussi le renouvellement des questionnaires. Les questionnaires traditionnels ne perdent pas du tout leur vertu sur la politique, sur la défense de la cité, tout ça est très intéressant. Mais quelqu'un dans la salle qui a fait récemment dans l'histoire, Véronique Grandpierre, pour ne pas la nommer, qui a écrit pour nous un article sur les mères porteuses de Babylone. Bon, je ne crois pas qu'on aurait fait publier il y a 20 ans ou 30 ans, ça ne se serait pas posé comme ça. Et donc on va aussi chercher dans les textes, dans les sources, c'est le renouvellement du questionnaire qui existe, des éclairages qui répondent à nos interrogations d'aujourd'hui. Alors, normalisation, je ne sais pas si c'est le mot qui m'est venu, mais c'est une des façons de normaliser peut-être l'histoire ancienne, mais aussi de lui donner un avenir, de ne pas être inquiet spécialement. Je voudrais aller dans votre sens, puisque je vous présente la Bibliothèque nationale de France, mais je ne vais pas parler très longtemps, puisque nous avons d'autres intervenants, mais simplement pour signaler que du point de vue du public et de la diffusion, en réalité, il y a deux grandes périodes qui intéressent le public, qui est notre public, je n'oserais dire le grand public, mais enfin,
lorsqu'on fait des expositions ou des expositions virtuelles, ce qu'on observe, c'est que est-ce le goût pour ces époques-là ou est-ce le goût lié à des collections particulières à la bibliothèque, mais l'Antiquité et le Moyen-Âge sont les deux périodes qui font l'objet de plébiscites. Je voudrais prendre l'exemple d'une exposition que nous avons faite il y a une dizaine d'années sur Homère. Alors probablement certains d'entre vous ont pu le voir. Elle est toujours finalement active sur le site de la bibliothèque, bnf.fr, où vous retrouverez cette exposition et plus de 100 autres expositions touchant différents sujets. Mais si je mentionne cette exposition, c'est que depuis ce temps-là, elle est devenue en quelque sorte notre best-seller. Voilà, à utiliser ce terme-là pour un site internet, mais vraiment gratuit, mais vraiment c'est une exposition qui est absolument régulièrement moissonnée par les lecteurs. Chaque année, nous avons plus de 300 000 vues, ce qui est considérable pour une petite production comme celle-là. Alors, l'autre grande vedette de nos expositions, c'est une exposition qui est relative à Arthur. Alors vous verrez bien évidemment que c'est le Moyen-Âge, mais que d'Homère à Arthur, au fond, il y a une seule et même thématique, c'est comment l'histoire intéresse lorsqu'elle est mythe, lorsqu'elle est narration, lorsqu'elle est épopée, lorsqu'elle est grande fiction, grande fable, et pas spécialement lorsqu'elle est en effet un élément d'un patrimoine culturel historique commun. Mais en tout cas, je voulais le signaler pour dire qu'en effet, encore aujourd'hui, l'Antiquité, probablement parce que ces sites s'adressent aussi par priorité aux enseignants et aux scolaires, et que dans les programmes il y a Homère et les textes fondateurs, eh bien l'Antiquité jouit encore aujourd'hui, et peut-être même de plus en plus, au fur et à mesure des années, on voit croître les clics et les vues, pour parler comme un statisticien d'Internet, sur ce site. Alors je voudrais passer la parole maintenant à Dario Mantovani, qui lui représente un autre monde. Évidemment, c'est toujours l'Antiquité, mais c'est un autre monde, j'allais dire, scientifique, et il est un directeur d'une revue très prestigieuse, l'Athénaeum, qui est une revue d'études grecques et romaines, qui a été fondée en 1913, voilà, et qui s'adresse donc à un public très particulier. Là, on va parler peut-être moins de public, de diffusion, encore que, mais probablement du rôle que ces revues assument dans ce champ ouvert qu'est le champ de l'Antiquité. Donc je représente, oui, la presse différente, plus spécialisée, la presse des revues scientifiques. Peut-être l'adjectif qu'il faudrait ajouter, peut-être c'est la presse plus ennuyeuse. Donc j'essayerai de remplir ma tâche. Je me suis posé la question, pour aborder ce débat, qu'est-ce qu'on connaît des revues scientifiques sur l'Antiquité gréco-romaine? Très peu. Je ne connais pas, peut-être que c'est ma faute, je ne connais pas d'études, disons, globales sur les nombres des revues, sur le public potentiel, sur la diffusion de l'Antiquité. Donc j'ai essayé de recueillir certaines données. Et donc j'ai pris comme point de départ l'année philologique, comme la plupart d'entre vous le connaissent. C'est une bibliographie spécialisée qui a pour but de répertorier chaque année les travaux scientifiques relatifs aux civilisations grecques et romaines. Ce qu'ils écrivent d'eux-mêmes. La civilisation grecque et romaine considérée à tous ses points de vue, c'est-à-dire littérature, artistique, histoire politique, économique, sociale, mentalité, religion, vie culturelle, artistique, droit, philosophie, histoire des études. Alors,
combien sont-elles les revues? Alors, si j'ai bien compté, dans la dernière parution de l'année philologique qui se réfère à l'année 2015, si j'ai bien compté, il s'agit de 1555. 1155 revues dans le monde entier dédiées à l'Antiquité. Et le nombre est en augmentation, c'est-à-dire que dans les années 80, il s'agissait de un peu moins que 1000 revues. Donc il y a une tendance à l'augmentation. Et parmi ces 1155 périodiques, ceux qui sont dédiés exclusivement à l'Antiquité gréco-romaine sont à peu près les 2 tiers, si j'ai bien vu. Et donc, il s'agit dans le monde d'à peu près 700 ou 800 revues spécialisées dédiées à l'Antiquité gréco-romaine. C'est un nombre. Je ne fais pas de commentaires, pour moi, ce sont de nombres, mais des chiffres. Je trouve que c'est beaucoup. Alors, où sont-elles? Où sont-elles déployées? Alors, 122, si j'ai bien compté, en Italie. Donc, la plupart des revues sur l'Antiquité gréco-romaine sont publiées, donc j'ai compté les lieux de publication. Il s'agit de nombres vraiment approximatifs. Je ne pense pas que les nombres soient exacts, mais en gros, c'est comme ça. Donc, l'Italie, 122. Après, les États-Unis, 100 revues scientifiques. Après, la France et l'Angleterre, 80. Et après, à peu près 70, 75, l'Allemagne. Et pour ce qui concerne les langues, peut-être c'est la prochaine diapo, pour ce qui concerne les langues, il y a un reflet de la diffusion de revues de la localisation, mais on voit très bien qu'il y a eu une tendance qui faisait que, juste après la Deuxième Guerre mondiale, les langues européennes étaient à peu près, disons, sur le même niveau. Donc il y avait une distribution assez équilibrée des langues européennes au niveau des articles scientifiques, dans les revues scientifiques. Et maintenant, l'anglais, après le 68, je dirais, l'anglais a pris la tête du peloton, et c'est-à-dire que la plupart des articles qui sont enregistrés dans l'année philologique sont écrits en anglais. Et après, il y a, vous voyez les chiffres, il y a une sorte de compétition entre les langues européennes, mais le français qui était la langue la plus diffusée, maintenant c'est à la 4e position, après l'italien et l'allemand. Donc il y a, je pense que c'est une recherche qu'il faudrait vraiment un peu mener, ce type de recherche sur notre presse spécialistique, parce que ça dit beaucoup. Je ne vous dis pas, je me suis amusé à lancer certains mots. Par exemple, on voit très bien que le mot identité, qui était un mot qui était utilisé lorsque des années 30-40, seulement pour les questions autour de l'identité dans Aristote ou Platon. Maintenant, l'identité, c'est partout, c'est le mot le plus utilisé. Donc, l'histoire, comme vous venez de le dire, l'histoire, c'est toujours par la langue contemporaine. Et pour en terminer avec les chiffres, il y a un autre donné qui est très intéressant, ça a à faire avec la structure, je dirais, de l'éducation scientifique. C'est encore une fois la première. L'année philologique distingue le type de document, donc les articles parus dans les revues, les articles parus dans des recueils de mélange études en honneur, tout ça, et les monographies, les livres. Alors, comme vous le voyez, il y a toujours, disons, une prépondérance primauté des articles publiés dans les revues scientifiques, mais
augmentation très forte des articles qui sont parus dans des mélanges, qui étaient vraiment la minorité. Il y avait au début, il n'y avait que 100 articles parus dans des mélanges. Maintenant, le nombre, si je me rappelle bien, je ne vois pas les chiffres projetés maintenant, mais je pense qu'il y a 5000 à peu près d'articles qui sont publiés dans des revues et plus que 3000, à peu près 4000 articles qui sont publiés chaque année dans des mélanges. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tous ceux qui sont impliqués dans les universités le savent très bien. C'est un produit de la structure du financement, c'est-à-dire qu'on nous demande de plus en plus de monter des projets collectifs, et ça veut dire que le produit des projets collectifs sont des livres collectifs. Et donc, on voit très bien que les publications scientifiques, et c'est une des conclusions que je voulais tirer, les revues scientifiques n'ont pas un marché, mais elles sont, je dirais, l'organisation l'organisation des universités et des centres de recherche. Donc, elles ont une dimension, une nature qui est très très liée au fonctionnement de l'université. Et donc, je dirais que maintenant, les revues sont, disons, le lieu, par rapport même au mélange, aux ouvrages collectifs qui sont un peu, disons, biaisés par l'effort de chercher des financements. Les revues représentent le lieu le plus libre d'expression vraiment de la recherche spontanée. Et si je peux ajouter un mot, j'ai cherché de faire, je n'ai pas peur même si je suis un humaniste, je n'ai pas peur de chiffres, il faut seulement les utiliser, pas les utiliser quand même. Alors, j'ai cherché de me donner combien sont les antiquisants dans le monde. C'est une question que je me suis posée. Combien sont-nous? Alors, je me suis dit, alors, s'il y a à peu près 5000 articles qui sont publiés chaque année, si nous ne sommes pas très paresseux, alors chacun d'entre nous publie un article tous les 3 ans. C'est pas beaucoup, je ne sais pas, quand même, tous les 3 ans. Alors donc, il y a à peu près 15 000 antiquisants écrivains dans le monde. Alors, quelle est la probabilité que quelqu'un va lire un article que nous écrivons? Alors, je me suis dit, si nous ne sommes pas paresseux, alors nous lisons, disons, 30 articles par an, un article tous les 10 jours. Alors, je vous épargne le calcul, mais je me suis dit que ça ne va pas dépasser le nombre de, si je me rappelle bien, c'est à peu près 60 lecteurs par article, en moyenne. Et je sais qu'il y a des collègues très célèbres entre nous, et je vous rassure, vos articles sont lus par beaucoup de tous, mais ça veut dire qu'il y a certains qui ne sont pas lus du tout ou qui reçoivent seulement un lecteur. Donc, vous voyez, c'est une presse très, très spécialisée et en même temps, c'est une presse dont il ne faut pas, disons, diminuer l'importance parce que c'est vraiment l'expression la plus libre et qu'il faut vraiment sauvegarder de la spontanéité scientifique. C'est peut-être peu de lecteurs, mais c'est un rôle considérable que d'être cette revue de légitimation du travail universitaire et de recherche. Car en réalité, si on publie dans ces revues, ce n'est pas pour toucher le grand public, c'est pour être éventuellement lu de certains spécialistes, mais c'est surtout pour asseoir et fonder une légitimité dans la communauté scientifique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que maintenant, on pourrait, avec les nombres et chiffres que j'ai donnés, on pourrait se demander pourquoi se donner la peine de monter des revues scientifiques. Je pense que ça garde sa valeur, et peut-être même plus qu'auparavant,
parce que la facilité de la diffusion de l'information ne va pas même pas avec la légitimation et le contrôle de la qualité. Et je pense que la structure maintenant des revues scientifiques qui prévoit toujours une relecture et une évaluation par les pairs, ça veut dire que les revues gardent leur rôle, disons, pas de légitimation, parce que tout le monde est légitimé à parler de n'importe quoi, mais disons de légitimation entre des gens qui sont professionnellement dédiés à un certain secteur. Et je voulais seulement ajouter, comme dans mon expérience, le fait que de plus en plus on vous demande de monter des comités de lecture et d'évaluation, ça a apporté beaucoup, pas seulement en termes de boulot et de fatigue, mais aussi même de constitution d'un réseau, parce que vraiment, lorsqu'on demande à quelqu'un de faire une évaluation d'un article, ça veut dire que l'article est lu très attentivement et qu'il y a même par ce biais la constitution d'un véritable réseau scientifique, je dirais, avant de la lecture derrière les coulisses. Donc c'est une façon même disons, de constituer cette république de lettres. Aurélien Bérat tout à l'heure nous dira au fond si les choses peuvent ou sont en train de basculer, si les lieux de légitimation scientifique basculent du côté des blogs ou des carnets de recherche. Est-ce que de ce côté-là, il y a une concurrence entre les différents supports de publication? Mais avant, je voudrais passer la parole à Judith Simoni pour parler bien de l'édition, cette fois-ci grand public, de Somme, et en particulier peut-être de cette collection, mais pas seulement, de cette collection que sont les mondes anciens et qui connaît aujourd'hui une belle diffusion. Oui, je vais rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. On parlait de Belin, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur, et puis de donner un peu d'espoir aussi à tous les auteurs et tous les lecteurs qui sont ici, en vous donnant aussi quelques chiffres. J'ai aussi fait quelques recherches avant de venir ici, pour vous donner une idée, alors, qui peut sembler modeste au départ, de part de marché, parce que les éditeurs regardent cela, de l'histoire ancienne dans l'ensemble du paysage des publications. Ça représente aujourd'hui entre 5 à 6% des publications. Bien, cela étant, si on regarde le nombre de livres, de nouveautés vendues en 3 ans, on peut compter pour les nouveautés principales à peu près 200 000 exemplaires vendus. En général, on multiplie par 2 ou 3, donc vous pouvez imaginer 400, 600 000 lecteurs. 600 000, c'est bien, le saut est important. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il me semble que là, on peut être beaucoup plus optimiste sur la portée, en tout cas sur l'intérêt du public pour ces périodes anciennes. Dans le même ordre d'idée, sur un marché d'édition qui est aujourd'hui un petit peu en rétractation, l'histoire ancienne est avec l'histoire mondiale, l'histoire globale, le secteur seul, la période qui est en véritable croissance. Donc tout ça, ce sont quand même des indicateurs positifs. Vous parliez de contenu, de valeur tout à l'heure. Alors, quand on regarde les ouvrages qui marchent très très bien, c'est vrai que tout ce qui touche à la mythologie est très présent. Et tout ce qui a des résonances avec la période contemporaine, avec cette résonance du passé, avec l'interrogation contemporaine du passé, est aussi très présent. Les basculements de l'histoire, les questions qui touchent à ce qui peut nous interroger, les choses depuis les femmes, bien entendu, la guerre, tout un
reviens à Belin, puisque vous m'interrogez sur Belin. La collection Mondes Anciens est une collection qu'on a... C'est plus fort, vous ne m'entendez pas. La collection Mondes Anciens est une collection qu'on a lancée il y a quelques années, il y a 2 ans, avec un premier titre qui était effectivement, comme le disait Valérie Hanin, un petit peu décalé par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui, puisque le premier titre portait sur la préhistoire européenne, qui était signée à l'heure. On a rencontré tout de suite un immense succès. Et ensuite, on a publié 4 autres titres sur la Mésopotamie, et le dernier, l'Égypte, et Rome, qui est le dernier opus qui est sorti en mars dernier. Ces ouvrages rencontrent les mêmes préoccupations. Nous, en édition, nous avons les mêmes préoccupations que celles qui ont été évoquées par Valérie Hanin, c'est-à-dire que nous ressentons ce besoin de pédagogie, qui est un petit peu aussi dans la tradition des éditions Belin, mais ce besoin de pédagogie, ce besoin d'explicitation, ce besoin de récits extrêmement clairs et à la portée de tous, qui est je pense, une des clés de l'accessibilité, de la réussite de cette collection. C'est une collection qui s'appelle Mondes Anciens, et non pas Antiquité, Mondes Antiques, qui accueille aussi bientôt un titre sur l'Afrique, sur les sociétés, donc principalement des sociétés orales, et qui là va aller de la préhistoire à l'arrivée massive de la colonisation. Donc c'est une exception quand même très très large, qui dépasse largement l'Antiquité classique. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Je ne sais pas, parce que la réponse était riche et bien plus... Voilà. Mais peut-être pour recentrer le débat sur l'Antiquité, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une place pour l'Antiquité dans l'édition française? Est-ce que je voudrais prendre l'exemple, peut-être que mon voisin de droite pourra m'éclairer, et très récemment, parce qu'on a beaucoup parlé d'histoire de l'Antiquité, mais on n'a pas parlé de la langue. Bon, la langue est quand même très très importante. La langue antique, texte, apprendre le grec, apprendre le latin. Très récemment en Italie, il y a une jeune universitaire qui a fait un tabac, un best-seller, autour de la langue grecque. Comment est-ce que vous avez de ce point de vue-là, vous l'éditeur, des espérances, ou comment vous voyez ce phénomène-là? Comment l'expliquer? Alors, 200 000 exemplaires en quelques mois. Oui. Comment ça s'appelle Voilà, c'est ça. Qui est paru aux Belles Lettres. Voilà, aux Belles Lettres. Comment l'expliquer? Ce matin, on évoquait l'intérêt même des enfants pour l'étymologie, bien sûr. Comme disait Valérie Hanin, nous n'avons pas la clé de tous les succès, sinon ce serait trop facile. Donc je n'ai pas la réponse à votre question. Je vois Aurélien a la réponse. Qui agite les sourcils et qui a l'air de dire « mais moi j'ai la réponse ». Alors, je n'agite les sourcils que parce que j'aimerais bien que nous ayons des sociologues avec nous et beaucoup d'études qui auraient été faites, et je ne les ai pas plus que vous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il me semble, dans les ouvrages, puisque Belin publie des ouvrages, est un éditeur généraliste en histoire, on publie de la préhistoire à nos jours. Il me semble aujourd'hui, dans cette collection d'Anciens, comme en travaillant avec d'autres historiens de l'Antiquité plus anciennes, qu'il y a dans les ouvrages sur l'Antiquité et chez les chercheurs avec lesquels je travaille, une approche pluridisciplinaire, une attention particulière aux mots, mais pas seulement, vous évoquez l'archéologie, etc. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il me semble que l'Antiquité est en pointe d'un point de vue d'approche scientifique, en tout cas, c'est ce qui
transparaît quand on travaille sur toutes les parties historiographiques qui sont dans ce qu'on appelle, nous, l'atelier de l'historien à la fin de ces ouvrages de la collection. Et l'attention à la langue, et dans l'ouvrage qui va paraître à la rentrée, la convocation de linguistes pour travailler sur l'histoire de la circulation des langues et finalement le travail des linguistes comme source d'histoire absolument indispensable, en particulier lorsque l'écrit n'est pas là pour nous renseigner. Ce sont des domaines tout à fait passionnants qu'on essaie de transmettre au grand public avec ces ouvrages. Merci Judith. Je vais passer la parole à Aurélien Bérin pour la dernière intervention, avant de passer la parole à la salle pour des questions éventuelles. Pour lui demander tout simplement, au fond, puisqu'il y a un grand secteur de l'édition et de la diffusion, c'est le numérique. Alors, je sais que sur la question des humanités numériques, vous avez travaillé, vous êtes professeur de grec. Qu'est-ce que le numérique, qu'est-ce que la circulation, disons, à travers, par exemple, des carnets de recherche ou des blogs de chercheurs, qu'est-ce que tout cela apporte, disons, au mouvement vers l'Antiquité, au mouvement de recherche et de diffusion, dans les deux sens? Vous me demandez une rapide synthèse d'une des grandes questions de notre temps, voilà. D'un point de vue culturel, épistémologique et social. Je ne suis pas sûr de pouvoir tout à fait remplir cette tâche. Je vais quand même faire ce que vous m'aviez demandé dans un premier temps, et que j'essaye de faire le moins possible, qui est définir les humanités numériques. Puisqu'en général, quand on est convoqué en tant que spécialiste, et ça ne me dérange pas du tout d'être associé aux humanités numériques, en revanche, que l'on puisse imaginer qu'on peut en être spécialiste. C'est-à-dire que c'est un champ qui est plus vaste que chacun des champs disciplinaires, qui est très ouvert, que chacun, voyant midi à sa porte, définit à sa façon, et donc en être spécialiste, être le représentant, à quelque chose de presque dérisoire. Voilà. C'est fondamentalement collaboratif. Alors, si je devais le définir, je dirais, ça n'a absolument rien d'original, que c'est la rencontre entre les sciences humaines, voire selon les pays, les sciences humaines et sociales, on peut aller jusque-là, et l'informatique, donc un traitement automatisé de l'information. Mais alors, où est-ce qu'il faut faire commencer ça? Ça n'a rien d'évident. Selon les définitions qu'on en donne, l'informatique, qui elle-même est très plurielle, ce n'est pas parce que ce n'est pas notre spécialité qu'il faut l'imaginer monolithique. Il faut regarder les sections du CNU ou les spécialités, c'est aussi divers qu'entre un épigraphiste grec et un spécialiste d'histoire sociale romaine, vraiment. Enfin, non, c'est un mauvais exemple, on aurait des choses à se dire. Mais toujours est-il qu'il y a une très grande diversité. Donc, ce traitement de l'information, on peut le faire remonter à la limite à la machine denticitaire, au premier comptage statistique lexicaux du XIXe siècle, à la Seconde Guerre mondiale, à tout ce qu'elle a transformé, ou à l'apparition du web. Donc vous attendiez plutôt que je vous dise oui, c'est le web, nous allons parler de sites web et de blogs. Pour moi, cette histoire, elle s'inscrit dans une continuité et des transformations successives, des techniques, des savoirs, et surtout de ce rapport constant entre les deux. Donc ça n'est pas si simple. Si je dois donner des éléments, là je suis des notes pour que ce soit un peu dense et que je puisse passer à autre chose. Je crois qu'il y a certaines dimensions qui sont plus pertinentes pour notre discussion et d'autres moins. Ce que l'on rencontre dans les lieux qui se mettent eux-mêmes en tant que colloques, publications sous l'étiquette humanité numérique dans les diverses langues, c'est aussi bien ce qui concerne la collecte des données, c'est relativement technique, constitution de corpus, etc., leur conservation, puisque ça c'est absolument essentiel. On a eu l'occasion d'en parler, mais cette continuité culturelle, elle est due à des supports, à des matériaux, donc c'est tout à fait important dans le domaine numérique aussi. À leur communication, à la publication, là c'est particulièrement pertinent pour nous, à l'analyse des données, et c'est généralement ce sur quoi j'ai envie d'insister en réalité, qui est un peu moins notre propos, c'est l'aspect scientifique, et qui néanmoins est probablement ce qui est le plus transformé par le numérique, et pas des effets de surface avec nos tablettes qui miroitent. Des modèles, des méthodes que cela suppose. Là, c'est l'aspect interdisciplinaire qui est particulièrement important parce que cette transformation, elle est due au fait qu'il y a peut-être plus pour un antiquisant qui travaille avec des outils numériques à échanger à certains égards avec un médiéviste ou avec un contemporanéiste qui travaille sur une base de données qu'avec un collègue directement travaillant dans son champ.
Ce qui est très bien, à un certain moment d'une recherche. Des modèles, des méthodes, et puis l'évolution plus vaste, et là on est vraiment dans le sujet, des relations entre les sciences et la société. Et là, je crois que s'il y a un message que j'aimerais faire passer de ce point de vue, c'est qu'il y a une expression un peu triviale qui est de chercher à être de son temps, être de son époque. Mais tout simplement, ça signifie prendre en compte aussi la façon dont les sciences se font en société, comme elles l'ont toujours fait, mais en regardant comment ça se passe aujourd'hui. Donc c'est les sciences en train de se faire. Et puis il y a aussi toute une partie qui est l'étude des cultures numériques. Donc là, il y a d'autres personnes qui font ça. Ce n'est pas tellement le travail des humanités numériques, mais parfois on l'inclut. Et c'est plutôt l'étude des usages. Et très honnêtement, si c'était ma spécialité, ce que j'aurais envie de répondre aux questions qu'on se posait tout à l'heure, c'est regardons les statistiques de consultation. De même que l'on regarde qui écrit des articles, dans quel pays, dans quelle langue on les publie, il faut regarder ce qui se passe sur le web, qui regarde les pages. Et là, qu'est-ce qu'on trouverait? On trouverait un champ de recherche qui est défriché, certes, mais qui est très problématique. Qu'est-ce que c'est qu'ouvrir une page web et regarder un article qui vient de publier en ligne? Ça peut être ouvrir la page, aller faire un café, aller discuter avec les amis, revenir, lire un autre livre, et on vient de consulter pendant 3 heures un article fondamental qu'on n'a pas lu. Donc toutes sortes de phénomènes de biais font que nos études sont extrêmement sommaires en réalité sur ce genre de questions. Donc toute une réflexion aussi, pour terminer ces dimensions des humanités numériques, sur la façon dont ces pratiques numériques en sciences humaines se sont progressivement institutionnalisées, structurées, avec des communautés qui ont leurs associations, leurs revues, etc. Depuis quand? Puisque j'ai joué à faire varier le curseur chronologique, depuis les années 70, disons. Il y a des travaux depuis l'après-guerre, et depuis les années 70, il y a sous diverses appellations des gens qui font de l'informatique en sciences humaines et qui publient. Et là, il y a une continuité. Une des associations européennes auxquelles j'appartiens et qui a la revue la plus longue, la plus prestigieuse, a été fondée en 1973. Donc on est très très loin de cette espèce de découverte d'étiquettes un peu étranges qui apparaît tout à coup dans les programmes et dans les programmes des agences de financement, par exemple. Donc une histoire également qui est assez longue. D'où la question que je m'étais posée en fait à propos de cette table ronde, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu? Est-ce que les attentes sociales ou de nos milieux culturels et de la recherche ne sont pas qu'à partir du moment où il est question numérique, ce soit une sorte d'horizontalité finalement qui revient, d'asymétrie, où on diffuse les résultats de la recherche et typiquement on fait un site web. Jusque récemment, c'est à peu près ce qu'on attendait dans un projet ANR de l'Agence nationale de la recherche. Et je crois que ça fonctionne pareil dans beaucoup de pays, c'est-à-dire qu'il semblerait, et c'est encore largement le cas, normal d'adjoindre un site web, une sorte de porte pour diffuser des résultats dans un projet de recherche, et il fallait faire quelques paragraphes pour expliquer que ça allait attirer la foule, que le monde entier allait lire le produit de la recherche parce que ce serait en ligne. Donc ça, je crois qu'on en est revenu un peu, et qu'on sait un peu mieux comment utiliser ces outils, mais je comprends très bien cette attente et que l'image du site et l'image du blog soit la première qu'on ait en vue. Donc je vais dire 2 choses encore pour réfuter cette image et vous dire ce qui me semble plus intéressant et pour dire pourquoi elle est quand même intéressante. D'accord? Donc je vais très vite à chaque fois. La première chose, c'est que les humanités numériques donc, ne sont pas le numérique ou le digital, alors c'est l'impression d'autres mondes sociaux que les nôtres. C'est avant tout un cadre social transformé, c'est un milieu socio-culturel. Nous avons des téléphones connectés, nous vivons dans le numérique, si ça a un sens. Et le savant n'est pas isolé de transformation générale de la société. Donc à partir de là, la question se pose effectivement, il me semble qu'on ne peut pas l'éviter. Ça n'est pas lié essentiellement à l'efficacité, à l'innovation. Des termes qui me semblent importants parce que, encore une fois, les agences de financement, la Commission européenne, voilà, font des études d'impact et demandent à chacun d'évaluer l'impact qu'il va avoir. Dans tout un courant de recherche qui se situe dans les humanités numériques, et on emploie l'expression des décennies, on est tout à fait dans un autre domaine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement de diffuser des résultats, certains même, en se fondant sur l'histoire des sciences, disent mais écoutez, il est trop tôt, de quel droit est-ce qu'on demande, avec une transformation globale de nos sociétés,
tout à coup des résultats, alors que dans l'histoire des sciences, on voit bien qu'il faut 3 siècles pour que ce qui a donné un microscope dont on ne savait pas trop quoi faire ait fini par transformer et apporter des révolutions scientifiques. Donc peut-être est-il un peu tôt pour faire des démonstrations. Il faut d'abord une latence avec des expériences, un domaine d'expérimentation. Et je crois que cette idée de la science en train de se faire et que l'on montre, dont j'ai parlé, et cette idée d'expérimentation sont bien plus au cœur de ce que font les gens, la plupart du temps, qui se revendiquent du milieu. Donc l'efficacité, l'innovation et l'algorithme qui va tout résoudre, c'est plutôt un fantasme de l'extérieur. Ce que l'on voit plutôt de l'intérieur de ce domaine, ce sont des gens qui se reposent des questions épistémologiques traditionnelles ou cherchent à en inventer de nouvelles et ne prétendent pas avoir déjà résolu les problèmes, véritablement. Donc c'est un domaine de recherche, là, avant tout. J'estime donc que mon rôle, en général, c'est d'insister plutôt sur le côté exploratoire. On analyse des données, on cherche à les manipuler pour comprendre des phénomènes. Ça, c'est la partie de réfutation. Mais ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'il y a une évolution des modes de publication, des modes d'évaluation. On a commencé à en parler un petit peu avec un environnement numérique. Alors, la forme extrême, c'est évidemment ceux d'entre nous, en un sens très large, qui commencent à publier des logiciels, à publier leurs données dans des formats structurés, ou bien à transformer des formes d'écriture avec des textes plus brefs, plus ouverts que ceux qui sont actuellement soumis à des instances de légitimation comme les revues, et publiés comme des produits achevés archivés. Et en même temps, tout ça est encore assez incoatif, comme je disais. On a des modèles d'édition, des standards, mais essentiellement qui sont des prototypes. C'est-à-dire que si vous me demandez aujourd'hui de vous dire quel est le meilleur exemple d'édition savante numérique, je serais bien en peine. Que ce soit du point de vue de l'interface, du type de données, il y a des choses qui se mettent en place, mais personne ne pourra vous dire voilà ce que nous devons tous faire. À partir de là, parler de diffuser les résultats est périlleux en réalité. Ce qu'on peut faire, c'est accompagner ce mouvement et avoir notre mot à dire dans la définition des standards et des façons de travailler. Donc ça, c'est un aspect important et qui nous ramène à la question de la communauté. C'est bien plutôt le milieu qui doit élaborer ensemble de nouvelles façons de faire. C'est une histoire des pratiques savantes qui sont toujours techniques. Et si, on l'a déjà évoqué un peu, enfin, dans notre discussion préliminaire plutôt, les antiquisants sont souvent pionniers. On parlait de l'intérêt du public le plus large pour l'Antiquité, le Moyen-Âge. Du côté de la recherche, il se trouve que les médiévistes, les antiquisants, sont souvent les premiers qui ont fait des projets particulièrement intéressants, c'est vrai pour la pédagogie aussi du reste, ou bien de grands projets que j'appellerais infrastructures avec de nouveaux modèles de données, des diffusions, des plateformes, etc. Pourquoi ? Je pense qu'une partie de la réponse, elle vient de la culture de l'érudition. C'est un domaine qui est relativement clos, avec tout guillemets, dans lequel, dès que nous commençons à travailler dans ce champ scientifique, notre but est de faire des relations, de créer des relations, en un sens tout à fait positif, de cadastrer, de pouvoir identifier, pointer et de mettre en rapport. Si bien que là, il y a quelque chose qui, à mon avis, tout à fait un écho aux pratiques de l'information que permet encore mieux l'informatique. Donc des formes de publication, et il y a une sorte de tension entre d'un côté cette objectivation à laquelle on semble aboutir, on fait des bases de données, on met des textes en ligne, et de l'autre côté, ce que j'appellerais l'ouverture. D'un côté, des textes qui sont des textes ou des publications de toute forme qui sont des work in progress, ce qui est très difficile à quantifier, à évaluer, à quel moment est-ce qu'on reconnaît et qui, quand 50 personnes travaillent à quelque chose qui n'est pas achevé. Et d'un autre côté, l'évaluation, la construction des carrières, la définition des problèmes légitimes et des façons de faire. Je donne un exemple et je m'arrête là. L'exemple, que presque tout le monde ici peut connaître, ce serait un couple, pour les hellénistes en particulier, ce serait d'un côté le trésor de la langue grecque, le Thesaurus Linguae Graecae, qui est le projet des années 70 hébergé par l'Université de Californie, qui est la base de données que tout le monde utilise pour regarder les textes grecs. Et de l'autre côté, le projet Perseus, qui lui a été fondé une dizaine d'années plus tard, et qui, les deux continuent à exister, est extrêmement dynamique. D'un côté, le TLG a un modèle d'abonnement, et donc c'est une plateforme privée, à laquelle on
généralement, dont on consulte les textes à travers un portail d'institutions, qui a payé évidemment l'abonnement, et les textes sont faits pour être consultés et ont récemment seulement commencé à intégrer des outils pour avoir quelques statistiques sur le corpus, une possibilité de naviguer autrement qu'en allant chercher une référence, en lisant une page et en copiant-collant. De l'autre côté, Perseus, d'emblée, a eu la volonté d'outiller son corpus. C'est un corpus qui est fait pour travailler, et aussi qui est un corpus entièrement ouvert. C'est pour ça que je parlais d'ouverture. Et ça va beaucoup plus du côté de ce que maintenant ils appellent Open Philology, Open Greek and Latin. Vous trouverez tous ces projets-là, qui sont du côté de la science ouverte. Nous avons maintenant au ministère un responsable de la science ouverte. L'Antiquité en fait partie comme toute autre science. Et il s'agit dans ce cas-là d'une culture différente qui repose sur l'idée que ce partage, c'est l'essence même de l'intelligence finalement. Que le partage des données est la façon pour chacun de travailler de manière plus ouverte, plus efficace. Et le problème que ça pose, évidemment, c'est celui de la légitimation, mais celui aussi des droits, de la pérennité des matériaux, et tous ces problèmes-là ne sont que accrus par le numérique. Ce que je vous propose pour le quart d'heure qui nous reste, c'est de passer la parole à la salle pour des questions ou des interventions. Alors, il y a deux micros qui vont... Bonjour. Je voudrais réagir essentiellement sur l'intervention de Valérie Hénin, s'il vous plaît. Voilà. Anna. Il me semble qu'on ne peut qu'être d'accord avec vous quand vous avez souligné le nécessaire renouvellement des questionnements, s'agissant donc des études classiques. Et il me semble que, de fait, depuis maintenant presque des décennies, les études gréco-latines s'emploient à ce renouvellement. Il me semble que nous sommes sortis depuis un certain temps quand même de ce que Paul Venn appelait l'humanisme de grand papa, et même d'ailleurs, disait-il, avec déjà de l'ironie, peut-être n'était-il pas aussi bête, qu'on veut bien le dire. Mais là où je serais, et naturellement, les articles de la revue L'Histoire s'emploient à aborder ce renouvellement avec beaucoup de savoir, avec beaucoup d'érudition et une grande fécondité. Je le dis toujours avec plaisir. Mais il n'empêche que là où je serais moins d'accord avec vous, c'est sur cette thématique que vous avez quand même très largement abordée, de la normalisation. Lorsque vous vous dites, bon, finalement, voilà, il y a un territoire, l'Antiquité gréco-latine, il y en a d'autres, la Chine, etc. Et pourquoi pas, évidemment, s'aborder cette sorte donc d'égalité, bien sûr, s'il s'agit d'un point de vue, je dirais, scientifique, érudit, épistémologique. Mais il n'empêche que, il me semble que les essayistes, les historiens, les philosophes, qui insistent davantage aujourd'hui sur la nécessaire réactivation des langues culturelles, par exemple de l'Europe, c'est-à-dire quand même le traco-lingua, le grec et le latin, qui sont quand même partie prenante essentielle de ce tissu culturel européen, engagent une responsabilité importante, supplémentaire. Et il me semble que nous autres, peut-être enseignant le grec, le latin et le français, très souvent, parce que très souvent nous sommes trilingues, sommes très concernés par cette responsabilité. Et il me semble, par exemple, pour revenir sur toujours cette thématique de normalisation, quand vous avez dit, voilà, Rome, Athènes, et pourquoi pas la Chine, il me semble qu'aujourd'hui, par exemple, si un professeur de sciences politiques invitait un de ses étudiants à faire une recherche sur le mot candidat, et donc inviter cet étudiant à cheminer dans l'histoire du mot et de la langue, eh bien, ce mot engage sa responsabilité. Le mot est guidé davantage quand même que s'il se fût agi d'une pratique de la Chine du Nord. Et il me semble que c'est aussi à cela qu'il faut être attentif. Et ce qu'on appelle un petit peu la crise des études gréco-latines, ça n'est pas tant qu'elles se portent mal. Et il me semble que, dans le monde, de manière générale, les études gréco-latines se portent assez bien. Et on pourrait finalement souhaiter à bien des langues vivantes aujourd'hui, se portant bien, leur avenir au moins posthume. Mais il me semble que nous devons en même temps être très attentifs à cette réactivation des langues de culture, et parce que nous sommes un petit peu quand même dans une Europe
dont le déficit culturel est très grave, il me semble que l'on peut aussi, à ce moment-là, être responsable aussi de la question de la traduction, qui nous engage aussi beaucoup, et que finalement l'Europe, cela avait été dit par Barbara Cassin à l'occasion d'autres colloques, ça a été dit hier déjà aussi par notre collègue Myriam Fetelen, le mot, le trajet maintenu du sens du mot dans l'histoire, dans le cheminement de l'histoire, nous concerne beaucoup et concerne donc beaucoup, je crois, le tissu culturel européen. Je vous remercie, je répondrai très brièvement parce que je suis absolument d'accord avec vous, mais je dirais que ça n'est pas du tout incompatible. Évidemment, je fais partie des gens qui militent activement pour qu'on continue d'enseigner le plus possible les langues, la langue grecque, la langue latine. Il ne s'agit pas de les brader, il s'agit au contraire de porter haut cette culture, de continuer à creuser, à transmettre une mythologie qui nous est propre. Bien entendu, on ne rejette pas ce creuset auquel nous devons beaucoup. Simplement, si je faisais un peu, peut-être, je poussais un peu la provocation pour dire que finalement, la perte d'influence supérieure, qui était celle de l'histoire ancienne, mais quand on disait histoire ancienne, c'était en général histoire grecque et histoire romaine, avait quand même d'immenses terrains à défricher et qu'il fallait prendre comme une chance ce décloisonnement, à la fois le renouvellement des thématiques. Vous avez dit tout à l'heure tous les deux, bien entendu je suis d'accord avec vous aussi, que l'histoire ancienne notamment a été une des histoires très renouvelées, peut-être aussi parce qu'on manquait de sources nouvelles. Donc on s'est tourné très tôt, on parlait de Jean-Pierre Vernant, vers l'anthropologie. Bon, c'est-à-dire l'histoire ancienne est très ouverte. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer au noyau dur d'une culture et notamment de la transmission de la langue. Et on parlait aussi de l'importance dans l'édition de l'édition de textes. Aujourd'hui, Tertullien fait un tabac, paraît-il, peut-être un petit peu moins tabac que le livre grec, mais Tertullien, c'est intéressant. Pourquoi Tertullien? Parce que, évidemment, on s'inquiète des textes religieux de combat. Bon, ben voilà, c'est à la mode et c'est tant mieux. Mais prenons tout ça comme des stimulants. Mais bien entendu, je ne suis pas du tout en désaccord avec vous. Et Michael Reiner, je voudrais remercier Dario Mantovani pour ses recherches de statistiques. Ces statistiques nous ont, dans un certain sens, ouvert les yeux. Alors, si la langue anglaise a remplacé, dans une certaine manière, les autres langues au premier lieu de cet escalier, mais en tout cas, la persistance d'autres langues est pour moi un signe, un grand signe d'espoir. Nous, les antiquistes, nous sommes une communauté encore très vive, très vivace et, disons, très ouverte. Et parce que, admettons-le, bien sûr, c'est plus facile pour nous d'écrire dans nos langues, disons, de composer des bels textes dans nos langues au lieu d'écrire dans un anglais très superficiel. C'est-à-dire regarder les communautés des sciences naturelles, mais d'autres communautés encore, on peut lire simplement des choses, bien sûr, très intéressantes, mais dans une langue assez affreuse. Nous pouvons toujours être sûrs que si nous écrivons dans une de nos langues, nous sommes toujours compris par les autres. Et c'est une énormité intellectuelle de nous les antiquistes. Et c'est encore un deuxième avantage, pas secondaire à mon avis, c'est-à-dire que nos textes peuvent être lus dans nos langues, dans nos pays, par des cultes d'autres communautés, disons par des intellectuels qui ne sont, c'est-à-dire nous sommes ouverts, nous restons ouvertes, nos produits sont lisibles aux autres. Et pour ce motif-là, ils peuvent être utilisés directement dans la formation continue. Merci encore, Dario. Oui, ma question s'adresse à M. Béra. Comme
de lycée. Je voulais simplement savoir si l'un des programmes que vous pouvez consulter, s'il y a, puisque vous êtes malgré tout spécialiste, si vous avez des indications sur le contenu. Alors je vous répondrai dès que nous aurons coupé la caméra et tous les micros. Non, il ne s'agit pas de scoop, il s'agit de dire que pour autant que je le sache, c'est dans une parfaite opacité que le terme a déboulé dans la communication officielle et surtout dans un malin plus complet. C'est-à-dire que j'essaye de clarifier un petit peu. Quand je dis que je refuse de définir, c'est un jeu évidemment, mais si chacun définissait un petit peu, on se rendrait compte qu'on parle généralement pas du tout de la même chose. Et en l'occurrence, l'intitulé a d'abord prévu d'introduire dans les classes scientifiques les humanités scientifiques et numériques. Ça n'a aucun sens. Humanité numérique est un calque d'un terme anglais, on l'emploie pour désigner certaines choses, il y a des associations, des revues et un champ de recherche. Humanité scientifique, c'est le terme popularisé par Bruno Latour pour parler d'une perspective de sociologie et d'histoire des sciences qui renouvelle la façon de comprendre la production des savoirs. Et il s'agit visiblement d'une parfaite méprise sur ce que humanité numérique peut signifier. Déjà, scinder l'expression veut dire qu'on ne parle de rien. Et il s'agit plutôt de donner un supplément d'âme qu'on va chercher du côté des humanités. Ça ne veut plus rien dire, donc on réinvestit le signifiant comme on veut, à destination de ceux qui ont une culture scientifique qu'on considère comme plus proche du numérique. Donc je crois que là, j'attends de voir ce qui peut être fait. De toute façon, comme pour les autres questions, les moyens, c'est la question est qui va enseigner cette fameuse discipline si elle existe. Mais qui? Mais ouais. Mais bien même on essaie de réintroduire quelque chose. Qui le ferait? Mais voilà, mais c'est-à-dire que quelqu'un dans le ministère a eu une idée, on ne sait pas exactement laquelle, et on a vu que ça n'était pas viable. Non, je disais simplement que ça ne s'appelle plus du tout comme ça s'appelle enseignement scientifique. Donc, Mais une culture nourrie de sciences, d'histoire des sciences, et ce serait très intéressant. Merci. Ce serait une courte question, puisqu'on n'est pas vraiment lui. Pour Monsieur Arbat, à qui je dois avouer que je ne fais pas du tout son travail. Si vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre parcours scolaire et professionnel, hein, parce qu'on travaille le parcours avenir en secondaire et jamais j'ai pensé à dire à mes élèves de faire dessinateur de bande dessinée, par exemple. Donc, quelle a été la genèse de cet ouvrage? J'ai un parcours fait zigzag, parce que j'ai fait un bac scientifique, puis j'ai fait une prépa littéraire, puis j'ai fait une grande école de commerce en faisant la fac de philo en Nanterre en même temps. Puis après, je suis parti jouer au rugby en Argentine, puis travailler dans l'aide humanitaire. Enfin, beaucoup d'hésitations, mais j'ai toujours aimé dessiner. J'étais une famille nombreuse, j'étais celui qui dessinait dans la famille. Et à un moment, j'étais assez inquiet. J'avais un professeur pour rejoindre un professeur de philosophie déguisé dans l'école que j'ai faite. J'étais très inquiet de me disperser comme ça dans toutes les directions. Il m'a dit, mais c'est vous qui faites l'unité de tout ça. Un jour, tout ça se déploiera, tout ça trouvera son sens. Bon, j'ai trouvé la bande dessinée pour faire ça. Mais juste un mot pour finir, pour vous dire à quel point on a parlé de sujets très très divers, mais quand je suis rentré d'Afrique, je suis rentré en très mauvaise santé. J'avais attrapé un virus tropical au Libéria, j'étais dans le coma et j'avais une perte de mémoire immédiate. Donc quand je suis rentré en France via le Sénégal, je ne reconnaissais pas les choses autour de moi. Et quand, bien plus tard, en dessinant d'autres bandes dessinées, j'écoutais les conférences du Collège de France, j'écoutais des documents numériques liés à l'Antiquité, pour le plaisir. J'ai entendu non seulement Vernon, mais aussi Michael Lonsdale qui lisait l'Odyssée. Le retour d'Ulysse avec ce côté western, comme ça, où les dieux sont assez en retrait. Et comment dire, la reconstruction d'Ulysse chez lui me parlait, et je me disais que tout simplement c'était vivant. Voilà.